Chers amis, mes chers amis, heureux, Vergniaud me disait il y a 2 minutes, c'est pas mal ton score, 94,5. C'est dommage, tu aurais pu faire un peu mieux si tu avais fait 5,5 points de plus. Mais merci, mes chers amis, pour l'honneur que vous me faites en m'élisant à nouveau à la présidence de notre parti. Merci d'être venus aussi nombreux à Valence. En l'espace de 2 jours, près de 1000 personnes sont venues. Et je vais vous dire ce qui nous a fait tous le plus plaisir. Je crois que c'était très partagé et que ça se ressentait. C'était l'amitié, la tranquillité, la sérénité et le plaisir de nous retrouver tous ensemble. Et ça, mon Dieu, c'est un bonheur dont vous ne mesurez même pas ce que ça peut représenter pour moi. Mais vraiment, de voir tous ces visages que vous connaissez, c'est absolument formidable. En tout cas, je voudrais aussi m'adresser ensuite à Thomas et dire à Thomas qu'on a en effet beaucoup vécu de matinées où vers 5h30 ou 6h du matin, nous partions ensemble pour une journée et souvent revenant seulement le lendemain. Et j'ai encore, mes chers amis, le souvenir du Thomas lors de sa première réunion à Aix-en-Provence, chez Bruno Genzana, où Thomas déclame tout son discours et à la fin s'applaudit lui-même. Ça reste pour moi le meilleur de... Eh bien, je peux te dire, Thomas, qu'en l'espace de 5 ans, tu as fait des sacrés progrès. Il y a simplement une petite chose encore que tu dois améliorer, c'est, je le dis à ses parents, il faut qu'ils parlent un petit peu moins fort. Voilà, ce sont nos plaisanteries à nous deux, et il comprend ces private jokes. Mais Thomas, honnêtement, tu as une immense responsabilité. Il y a un beau groupe de jeunes qui est avec toi. Damien avait su faire des jeunes centristes un mouvement formidable. Je n'évoquerai pas la suite, mais tu as la capacité, avec l'équipe qui est la tienne, de relancer un mouvement de jeunes qui nous apporte de l'oxygène, de l'intelligence, de l'innovation dans le discours politique et l'énergie dont on aura besoin. Donc Thomas, tu ne peux pas savoir le bonheur que c'est pour moi de te savoir président aujourd'hui. Donc Thomas, je ne te souhaite pas d'être député européen dans 2 ans parce que ça ne m'a pas porté bonheur, mais je te souhaite une longue vie politique à La Ciotat ou ailleurs parce que tu en as le talent et tu en as l'énergie. Bravo Thomas. Enfin, parmi mes remerciements, je voudrais remercier l'équipe du siège, Véronique, Marie-Pierre, Nicolas, qui ont fait un énorme boulot. Et puis surtout remercier Patricia Henoubar. Patricia Henoubar, c'était un pari que de faire un congrès du Nouveau Centre dans une fédération qui n'a pas de parlementaire. Je sais que grâce à nous, ton mari a été tranquille quelque temps puisque tu as pas mal bossé pour l'organisation du congrès. Tu m'as demandé si tu avais le droit à ta première étoile. Eh bien, comme tu le sais, chez les généraux, ça commence par 2, donc je t'en mets 2. 2 tout de suite, comme Henoubar par ailleurs. Donc merci 1000 fois pour cela. Alors, mes chers amis, venons-en à d'autres sujets et venons-en à ce que nous essayons de construire ensemble. Au Nouveau Centre, aujourd'hui, nous devons être heureux. Olivier Mousson, tout à l'heure, avait une formule qui me convenait parfaitement. Il disait, tu vois, on est heureux de se retrouver, on a un socle commun et une famille unie et solidaire, et en plus, on a une perspective. La perspective, c'est l'UDI.
Et je voudrais simplement vous rappeler une chose et vous poser une question très simplement. Y aurait-il eu l'UDI si nous n'avions pas créé et si nous n'avions surtout pas fait vivre le nouveau centre pendant ces 5 dernières années? Nous n'avons pas été seulement les pères fondateurs de l'UDI, nous avons été les pères préfondateurs de ce mouvement. Parce que dans quel état serait aujourd'hui l'opposition si nous tous ici, nous n'avions pas pensé que la constitution d'un seul grand parti de droite et du centre était une fiction qui ne tenait aussi longtemps que le chef de l'État était à l'Élysée. J'en ai parlé hier soir. La majorité et l'exercice du gouvernement imposent forcément la discipline et l'unité. Dès lors que le chef de l'État disparaît, dès lors que l'UMP entre dans l'opposition, on mesure alors l'impossibilité de réunir dans une seule et même formation politique, dans un seul parti unitaire, les droites, parce qu'il y a plusieurs droites, et les centres. Et le triste combat auquel nous assistons aujourd'hui à l'UMP n'est pas une question d'ambition personnelle, c'est aussi l'expression, soyez-en certains, de l'incapacité de réunir dans un parti monolithique des hommes et des femmes issus de traditions politiques aussi différentes. Alors, où serions-nous si nous n'avions pas conservé et entretenu cette maison centriste pendant toutes ces années? C'est simple, je vais vous le dire. Nous serions au milieu de cette tornade, au milieu de cette Saint-Barthélemy fillino-copéiste, à la fin de laquelle, je peux vous le garantir, il n'y aura que des morts au milieu du champ de bataille. Oui, sans notre ténacité, je le redis, rien n'aurait été possible. Et permettez-moi d'insister, parce que j'aime rappeler certaines vérités, y compris à nos petits camarades, et je le dis sans acrimonie, car pour certains, à l'époque, l'UMP n'avait pas tous les défauts qu'il lui prête aujourd'hui. J'entends certains se réjouir de la situation de l'UMP et commencer à dénombrer les ralliements infinis à l'UDI. Il est vrai, et je le crois profondément, que la guerre à l'UMP libère des milliers de sympathisants et surtout de Français qui étaient captifs du couvercle de la pensée unique et du parti unique. Mais ne vous leurrez pas, un parti politique, ce n'est pas un club de foot. Ce n'est pas le temps du mercato des transferts. Laissez-nous d'ailleurs l'illusion qu'il reste encore un peu de conviction dans l'engagement politique et qu'on ne part pas comme ça du jour au lendemain de son parti. La politique, ce n'est pas non plus le principe d'Archimède. Oui, des militants UMP vont rentrer chez eux écœurés de la politique. Oui, une minorité viendra sans doute chez nous, et j'en connais. Mais j'en suis convaincu, la plupart des élus resteront dans ce qu'il restera de l'UMP ou iront dans cette autre formation au joli nom de RUMP, une dénomination, je vous rappelle que RUMP en anglais ça veut dire croupion, une dénomination que je trouve plus proche, une dénomination que je trouve plus proche de la maladie rhumatismale ou du nom d'un berger allemand que d'une formation politique. Donc clairement, je dis non à ceux qui racontent que des militants de l'UMP arrivent en masse dans les filets de l'UDI, comme on aurait des cohortes de palombes passant les cols des Pyrénées pour finir dans nos filets. Finalement, peu importe, car ceux qui arrivent, ce sont ceux qui, depuis des années, étaient désespérés des divisions des centristes. C'est ceux-là qui arrivent aujourd'hui dans nos formations politiques. Ce sont des hommes et des femmes qui, tous les jours, se désolaient de nos divisions et qui, aujourd'hui, se retrouvent chez nous parce qu'ils sont heureux de voir que les centristes se réorganisent
au moins dans une formule où chacun essaie d'y mettre du sien. Alors, je permets de vous préciser deux choses. N'ayons pas la mémoire courte, parce que nous aussi, nous avons eu notre lot de crises, notre lot de psychodrames et surtout notre lot de petits meurtres entre amis. Nous aussi, nous avons été coupés en 2, en 3, en 5, et que nous avons été séparés et divisés à l'infini au point de devenir des confettis. Et c'est vrai, l'orage a cessé et j'ai confiance dans cette embellie du centre. Mais inutile de faire des tonnes sur le malheur de nos alliés. Nos fruits sont encore verts et l'heure de la récolte n'est pas encore venue. Donc je résume. 1. On ne construit pas le centre sur la décomposition des autres. 2. Inscrivons déjà l'UDI dans la durée avant de penser d'accueillir tous les déçus de toutes parts et éventuellement les opportunistes. Et enfin, en 3, ne comptez pas sur Jean-Louis ou sur moi-même pour jouer aujourd'hui ou demain le remake centriste de la guerre Copé-Fillon. Je sais, pour certains d'entre vous, je le sais aussi des journalistes, ils aimeraient les 1 ou 2 piques sur Jean-Louis ou sur l'UDI. Peut-être, et je le sais aussi, que certains d'entre vous vivent la création de l'UDI difficilement dans leur département. Ça n'est pas forcément un long fleuve tranquille. Mais n'ayez pas peur du mouvement que nous avons engagé. N'ayez pas peur. Plus l'UDI sera forte, plus vous serez fort, plus vous serez respecté, plus vous serez écouté. Et soyez sûr, pour ma part, que je veillerai toujours à ce que le nouveau centre soit respecté au sein de l'UDI. Et c'est notre boulot de tous les jours avec Philippe Vigier, avec Jean-Marie Cavada, avec Jean-Léonce Dupont et avec toutes celles et tous ceux qui sont là, et notamment avec notre trésorier. Je le rappelle à tous, l'UDI, c'est une fédération qui finira peut-être en partie unitaire, mais c'est encore une fédération. Et peut-être pour ceux qui auraient oublié leur cours de droit, je rappelle qu'une fédération, c'est une souveraineté partagée entre un niveau central et des entités fédérées qui la composent. En clair, une fédération, ce n'est pas une hiérarchie, une domination, un pouvoir concentré aux mains d'une seule structure omnipotente, mais une vraie coopération à la fois verticale et horizontale. Et ce schéma fédéral, il est bien. Il préserve nos identités, nos cultures libérales, démocrates chrétiennes, radicales, et en plus, il est efficace pour gagner des élections, parce qu'il y a des terres qui sont plus sensibles à la démocratie chrétienne, parce qu'il y a des terres qui sont plus sensibles au radicalisme, et parce qu'il y a des terres qui sont plus sensibles au libéralisme. Et je vous le dis très franchement, entendez-le bien, la famille centriste ne se reconstruira pas sur la durée si elle est captée par un seul homme et si elle ne sait pas faire respecter et faire vivre les différences de traditions politiques qui sont au sein de la famille centriste. D'ailleurs, tous les partis monolithiques souffrent des mêmes problèmes de gestion d'identité plurielle, que ce soit à l'UMP, que ce soit au PS, que ce soit le Parti républicain américain ou le Labour britannique. Quand on me dit que le parti unitaire est le meilleur moyen pour éviter les divisions, très franchement, il suffit de voir ce qu'est la politique française. Et quand on me dit qu'il faut faire disparaître les chapelles centristes pour ne pas faire comme l'UDF, eh bien, moi, je vous assure, s'il y a bien une chose que j'aimerais, c'est qu'on refasse l'UDF. Un parti fédéral, avec plein d'idées, plein d'élus, avec de vrais débats, avec des partis dynamiques en son sein, qui parfois se tirent la bourre, mais ça crée du dynamisme, et avec, je vous le rappelle tout de même, le premier parti de France en termes d'élus locaux
au milieu des années 90, avec un parti de plus de 200 parlementaires en 1995 et avec un parti qui a été capable d'avoir soit un candidat à l'élection présidentielle en capacité de gagner, soit même, une fois, un président de la République. Alors, si mon parti fédéral, c'est ça, eh bien, je signe tout de suite pour que l'UDI redevienne aussi forte que ne l'a été l'UDF. Et quand vous voyez l'UMP, quand vous voyez les Verts, le parti unitaire n'évite pas les divisions. Et j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse, parce que plus c'est concentré et plus c'est unitaire, plus forcément les frictions deviennent violentes. Alors, mes chers amis, l'UDI a désormais son siège. Il lui faut maintenant une organisation et une organisation solide à sa tête pour que nous puissions fonctionner. Et nous, au nouveau centre, quelle doit être notre valeur ajoutée? Les deux vraies questions aujourd'hui pour nous, avec cette perspective qu'est l'UDI, c'est le nouveau centre, pourquoi faire? Et c'est que voulons-nous porter au sein de l'UDI? J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait qu'on soit exemplaire dans la construction de l'UDI. Oui, c'est exact, mais c'est insuffisant. Et je dis aussi, soyons fidèles à nos valeurs et affirmons-les. Et j'insiste sur ce point. Pour cela, et pour être audible aujourd'hui, dans une société aussi brutale, aussi rugueuse en termes d'expression, désinhibée par rapport aux mots et aux idées, il nous faudra porter un message politique avec force, avec énergie et sans se payer de mots. Je suis frappé, mes chers amis, de constater à quel point aujourd'hui les digues du politiquement correct ont lâché les unes après les autres au point de nous replonger presque dans le climat moral, intellectuel, mais aussi verbal de l'entre-deux-guerres. Je vous invite à regarder cela. Les croix de feu, Maurras, l'antiparlementarisme, tout cela est de retour à la vitesse grand V et les événements de chaque jour ne feront que renforcer ce sentiment. Le malaise de la société française est tel que les interdits et les tabous en place depuis Vichy et la fin de la guerre sont en train de tomber les uns après les autres. Les mêmes mots sont entendus à droite et à gauche. Ils sont entendus chez les bourgeois comme dans les classes populaires. Frontières, étrangers, impôts, bureaucratie, tout cela, ça résonne chez les Français qu'on disait politiquement opposés. Eh bien, nous, centristes, nous devons nous demander comment arrêter cette vague populiste en ayant un discours de responsabilité et de vérité. Et nous le savons bien, dans les temps de crise, ce n'est pas facile d'être centriste, car le recours aux réactions primaires, aux peurs, aux stéréotypes sont tellement plus faciles que l'appel à la réflexion, à la raison ou à l'intelligence. Et donc, mes chers amis, c'est parce que nous aurons un discours fort, c'est parce que nous aurons un discours responsable et c'est parce que nous aurons un discours de vérité que nous finirons progressivement par retrouver la place politique qui a été la nôtre. Et méfiez-vous, et méfions-nous du péché mignon des centristes. La tiédeur, la demi-mesure, le consensus poussé à l'extrême, qui parfois donne le sentiment du renoncement. Tout ça, ça ne va pas avec la société actuelle. Et les discours de ce matin démontraient qu'on pouvait dire des choses claires, nettes, précises, et que ça n'heurtait personne que de les entendre, parce que c'est la réalité et c'est la vérité. Être centriste, mes chers amis, ça ne doit pas être mettre la poussière sous le tapis pour éviter de parler des sujets qui fâchent, et tu as raison, Yvan. Non, être centriste, c'est refuser la parole molle pour trouver le chemin des cœurs et surtout des consciences. Et il y a une jolie phrase du père de Nicolas Deménac, Jean-Marie Deménac, l'ancien directeur de la revue Esprit, qui disait un jour, en ironisant, « Le consensus, c'est une façon d'être ensemble, mais sans engagement. » Eh bien, moi, je veux le contraire.
Je veux m'engager et je veux qu'aucun d'entre vous ne fassiez semblant. Le nouveau centre dans l'UDI doit incarner le centrisme du parler vrai, le centrisme qui appelle un chat, et si nous n'avions qu'un seul objectif pour les prochains mois, ce serait déjà celui-ci au sein de l'UDI. Eh bien, je voudrais vous donner 3 exemples, après le remarquable discours de Jean-Marie Cavada sur l'Europe. Sur l'Europe, nous nous taisons, Jean-Marie, depuis des années, au motif qu'un centriste n'a pas le droit de critiquer l'Europe ou la construction monétaire de l'Europe. Eh bien, il faut arrêter ça. C'est justement parce que nous voulons que l'idéal européen progresse qu'il nous incombe d'abord à nous, centristes, fondateurs de l'Europe, de dénoncer ce qui ne va plus pour qu'enfin l'Europe puisse à nouveau faire rêver. Et donc, on ne doit pas avoir peur de dénoncer la construction européenne qu'on nous a faite depuis des années, à un moment où j'ai tellement le souvenir, souvenez-vous, vous qui étiez à l'UDF autour de François Bayrou, combien de fois on disait la construction de l'euro telle qu'elle est, ça ne va pas. Et on se dit, ah non, on ne peut pas le faire parce que nous sommes les Européens de service. Au contraire, c'est comme sur la sécurité. On est capable de dire des choses parce qu'on est des humanistes. Comme nous sommes des Européens convaincus, eh bien, on doit être capable de dénoncer la construction technocratique et bureaucratique de l'Europe, telle que nous ne la voulons pas. Et donc, nous devons simplement dire, nous voulons une Europe vraiment fédérale et une Europe vraiment démocratique. En fait, ce que nous voulons, c'est une Europe politique, au sens de réinjecter de la politique et les citoyens dans la construction européenne. Deuxième exemple, Charles, celui de la dette et des dépenses publiques. Oui, nous avons vu juste avant tout le monde, Philippe le disait tout à l'heure, mais avons-nous su poser les vraies questions, même celles qui dérangent? J'ai entendu avec plaisir Hervé Mariton dire, en parlant du temps de travail d'un certain nombre de professions. C'était intéressant, mais il osait à peine le dire. Comment faire réellement maigrir l'État? Je vous rappelle quand même que le poids de la fonction publique, c'est 1,5 million de personnes de plus en l'espace de moins de 20 ans. Est-ce qu'on est mieux administré aujourd'hui qu'il y a 20 ans? Personne ne pourrait dire cela. Eh bien, comment faire maigrir l'État? Disons ce que moi j'avais commencé à faire au sein du ministère de la Défense, externalisation, rationalisation des collectivités locales, Jean Léonce et Hervé, partenariat public-privé, et excusez-moi de le dire, ça va probablement choquer quelques-uns d'entre vous, mais aussi fin du statut de la fonction publique pour un certain nombre de services non régaliens. Je pense que la réforme de l'État passera aussi par ça. Troisième exemple, les libertés. Les libertés. Le nouveau centre a toujours revendiqué le parti des libertés, et je vous rappelle de nos premières universités d'été où j'avais émis des doutes sur les fichiers Edwige, ce qui avait obligé le gouvernement à reculer là-dessus. Et je veux que nous ne soyons pas seulement le parti des libertés économiques, mais aussi le parti d'une société décentralisée où l'État arrête de tout gérer d'en haut et qui fait confiance aux gens. Et vous voyez bien qu'avec ce discours, on fait appel à la fois aux racines de la démocratie chrétienne et aussi aux racines du libéralisme de Tocqueville ou de Benjamin Constant. Et c'est ça, à mon sens, que nous devons exprimer avec beaucoup de force. Je résume ça en une phrase que j'emprunte à quelqu'un d'autre. Quand est-ce que l'État nous foutra un peu la paix et nous fera enfin un peu confiance? C'est ça la vraie question. C'est vrai pour les entreprises, mais c'est vrai aussi pour chacune et chacun d'entre nous. Toujours un formulaire en plus à remplir, un numéro à demander, un dossier administratif à ouvrir, sans compter, mes chers amis, ce qui, pour moi, est le comble du non-respect du citoyen, le serveur vocal que vous avez pendant 20 minutes et qui, au bout de 20 minutes, vous demande de rappeler plus tard. Eh bien, moi, si j'étais président de la République, la première chose que je ferais, c'est que j'interdirais les messages vocaux à Pôle emploi, à l'URSSAF et aux ACEDIC.
Je vous jure, c'est ridicule, peut-être comme mesure, mais c'est insupportable. On a tellement le sentiment de ne pas être respecté et d'être méprisé à travers ces messages vocaux. Ça me faisait penser, en écrivant le discours, à cette formule de Léo Ferré que j'adorais dans un de ses albums Amour et Anarchie. Je parle devant un grand musicien qui est Jean-Léonce Dupont, en lui disant, il y avait cette belle formule qui était « Poète, vos papiers ». Eh bien, je vous jure, c'est français, vos papiers. Le plus incroyable, c'est que malgré toutes ces dépenses, malgré cette omniprésence de l'État, nos compatriotes souffrent de cette société de la contrainte, du justificatif, de la norme et de la norme qui change tout le temps, sans avoir le sentiment, et c'est ça le paradoxe, sans avoir le sentiment d'être protégés comme il faut. C'est fou. On a le plus haut niveau de dépenses publiques. On a l'administration la plus pléthorique. Et pourtant, les Français ont le sentiment d'être laissés à l'abandon et de ne pas être protégés comme il faut. En fait, c'est exactement le même phénomène que celui que Tocqueville a décrit pour l'égalité. Plus il y a d'égalité, plus les Français aspirent à un peu plus d'égalitarisme. Eh bien, sur la protection et la précaution, plus on met de la protection et plus les Français ont le sentiment qu'il n'y en a pas assez. Eh bien, moi, je vous le dis, au principe de précaution et au principe de protection absolue, je préfère le principe de confiance et surtout, je préfère le principe de liberté et de responsabilité. Camus disait, la phrase est archi connue, entre ma mère et la justice, je préfère ma mère. Il a raison, parce que ceux qui disent j'ai confiance à la justice de mon pays sont fous. Mais entre l'égalité et la liberté, je vous dis tout de suite, je choisis la liberté. Oui, je choisis la liberté, car j'ai tellement le sentiment qu'elle a reculé, tellement j'ai le sentiment qu'elle a été rongée un peu chaque jour comme une falaise entaillée sous le choc des vagues. Nous sommes drogués à l'État, oui, François Closet a raison, perfusés à la location, intoxiqués à la réglementation, et nous perdons chaque jour un peu plus le ressort fondamental d'une société qui est le principe de responsabilité. Ils ne mourraient pas tous, mais tous en étaient frappés de cette maladie de l'État. Et regardez l'unanimisme de la classe politique française sur l'idée de la nationalisation du site de Florange. Regardez, j'ai été un des seuls à dire le contraire. Ça n'a pas été assez entendu. Mais loin de moi l'idée de défendre ArcelorMittal et son patron. Mais qui peut croire, mes chers amis, que cette nationalisation eût été une solution dans le cadre de Florange? Quelle est ou quelle était la situation? D'abord, une surcapacité mondiale et une surcapacité européenne de près de 25%. 25% de surcapacité. Ça veut dire que si un investisseur décide d'arriver, il va réouvrir des hauts fourneaux dans un marché qui n'existe pas. Ensuite, c'est triste, et c'est triste à dire, mais un site industriel qui, compte tenu de la situation géographique loin des façades maritimes, sera toujours moins compétitif que les sites sidérurgiques au bord de l'eau, au moins pour la première partie de la production de l'acier, c'est-à-dire du liquide au brème, aux grandes barres d'acier. Ce n'est pas par hasard qu'on a investi à Dunkerque et à Fos-sur-Mer. C'est parce que les coûts de production sont moins élevés s'il y a la mer et s'il y a l'eau. Eh bien, moi, face à la détresse des salariés, face à la détresse terrible de ces salariés pour qui c'est un monde qui s'effondre et qui est éminemment respectable, eh bien, face à cette détresse, j'aurais préféré un discours de vérité et de responsabilité plutôt qu'un discours de démagogie et un discours qui, finalement, déçoit encore un peu plus
la partie de nos compatriotes qui y ont cru. Vraiment, vraiment, comment voulez-vous que les salariés de Florange ne soient pas un peu plus dégoûtés avec ceux des Français qui les soutenaient par la politique et le discours politique quand ils constatent qu'après des grands effets de manche, eh bien, on finit par une solution qui est en effet la solution que proposait Mittal sans le dire. J'ajoute que si j'en crois mes informations, on annonce 150 millions d'euros d'aide de l'État. Si il faut qu'à chaque plan de licenciement qui malheureusement va frapper le pays en 2013, il faut proposer la nationalisation et des plans d'aide de l'État alors qu'on n'a plus un rond, on va une nouvelle fois, malheureusement, passer à côté de ce qui devrait être la stratégie et l'objectif de l'ensemble du projet politique du gouvernement, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il puisse émerger de nouveaux secteurs d'activité et que ces secteurs d'activité soient en capacité de pouvoir reclasser des hommes et des femmes qui sont issus de secteurs d'activité dont on sait qu'ils sont condamnés à court ou moyen terme. C'est ça la réalité. Et malheureusement, on ne le dit pas. Alors, moi, simplement pour finir sur ce sujet, M. Montebourg a sali la France avec ses déclarations. Et je me dis, si j'étais lui, je me poserais la question de mon utilité au sein du gouvernement. Eh bien, mes chers amis, ce que je vous propose, c'est de faire de la liberté notre projet politique. Porter l'idée de liberté, pour prendre quelques exemples, c'est dire qu'il n'est pas supportable que la moitié du fruit du travail des Français soit capté par l'État. Réduire de 10% le niveau des dépenses publiques et d'autant les prélèvements obligatoires, ce n'est pas seulement un impératif économique, c'est d'abord rendre les Français plus libres, libres de faire ce qu'ils veulent des fruits de leur travail, pour épargner, pour consommer, pour partir en vacances ou pour aider leurs enfants. Porter l'idée de liberté, c'est dire que les entrepreneurs qui créent de la richesse, les gens qui prennent des risques, les commerçants, les artisans, les professions libérales ne sont pas d'affreux capitalistes et que c'est l'entreprise et le travail qui sont le premier facteur de cohésion sociale, le premier facteur d'intégration et le premier facteur d'épanouissement personnel. Porter l'idée de liberté, c'est interdire à l'État de changer les règles du jeu tous les 4 matins. Porter l'idée de liberté, c'est s'opposer à la multiplication scandaleuse des stages qui remplacent des CDD au moment des pics d'activité. Allez voir chez Darty ou chez Virgin, ce sont des stagiaires qui ne sont pas payés qui vont remplacer des CDD au moment des fêtes de Noël. Eh bien, ça, c'est scandaleux. Et en même temps, il faut donner de la flexibilité au marché du travail pour qu'un commerçant qui a envie de créer un emploi ne soit pas dans l'angoisse du licenciement si malheureusement il connaît une baisse d'activité. C'est ça l'idée de la flexibilité du marché du travail. La vérité, c'est qu'au lieu de protéger nos compatriotes, on les a finalement précarisés parce qu'aujourd'hui, 85% des Français qui rentrent sur le marché du travail sont en CDD, en intérim, ou sont même, pire encore aujourd'hui, des faux stagiaires embauchés par un certain nombre d'entreprises. Eh bien, à cette situation-là, nous devons porter l'idée que grâce à la liberté, grâce à l'énergie, grâce à la croissance, nous serons en mesure de donner à chacun la sérénité maximum dans sa vie professionnelle. Et porter l'idée de liberté, c'est dire que le combat pour l'éducation, l'accession à une morale et une éthique personnelle sont la clé de l'épanouissement de l'homme responsable de son destin. Porter l'idée de liberté dans l'éducation, c'est proposer l'autonomie des établissements pour construire un projet éducatif en fonction des territoires et des enfants. Et de ce point de vue, l'immobilisme du gouvernement, parce qu'il s'agit d'un électorat captif,
est purement et simplement irresponsable. Ils ont fait toute leur campagne sur la rénovation et la transformation du système éducatif. Eh bien, depuis 7 mois, il ne s'est absolument rien passé, sinon d'embaucher des profs dont on ne sait même pas où on va les trouver. Et porter l'idée de liberté, c'est restaurer, mes chers amis, la famille, les corps intermédiaires et toutes les structures de base de la société qui lui permettent d'être maillées et pour répondre ainsi au plus près des souffrances et des difficultés des hommes et donner à la solidarité plus d'efficacité et d'humanité que le seul système de prélèvement, d'impôts et d'allocations. Eh bien, voilà un projet nouveau que nous, Nouveau Centre, nous pouvons porter. Alors, mes chers amis, vous le voyez, le bateau UDI est en marche. La frégate Nouveau Centre se porte bien. Et celui qui se porte moins bien dans tout cela, c'est François Hollande. Jean-Luc Mélenchon, vous en souvenez, l'avait traité de capitaine de pédalo. La formule était amusante, mais moi, il me fait davantage penser à un amiral d'optimiste. Vous savez, ces petits bateaux écoles d'initiation à la voile. Il est dessus, vous voyez les images, hein, on les voit tous. Il est dessus tout seul, avec son petit gilet de sauvetage et le sourire béat aux lèvres. Il ne s'éloigne jamais trop de la plage et il tire, malheureusement pour la France, des bords et il fait des zigues et des zagues. Un jour, je nationalise Mittal. Le lendemain, je salue le rapport Gallois. Le troisième jour, je mets encore un peu plus d'impôts et de prélèvements sur la production. Et le quatrième jour, j'indique que les patrons sont tous bons à stigmatiser. Un jour, je défie les mafias corses ou marseillaises, qui ne sont pas ici. Et le lendemain, j'ouvre les portes aux sans-papiers. Un jour, je donne le mariage aux homos. Et le lendemain, je dis aux maires qu'ils feront ce qu'ils veulent. Un jour, je crée la Banque publique d'investissement et le lendemain, j'asphyxie le financement de l'économie française en portant à 64% la fiscalité sur l'investissement dans les entreprises. Et on pourrait continuer à l'infini tous ces zigzags. Le résultat, c'est pas de cap, pas de vision, pas d'horizon. C'est simple, nous devons faire, nous, exactement l'inverse dans la construction de notre projet. Une société de liberté, une société décentralisée, ouverte sur une Europe démocratique, une société de responsabilité qui accorde une place centrale à l'homme. Voilà ce que le Nouveau Centre, mes chers amis, doit porter. En conclusion, je voudrais simplement vous dire 2 choses. Ce qui manque aujourd'hui au pays, c'est l'espérance et c'est l'espoir. C'est le manque d'optimisme. Dans les années 50, on avait l'idée que les choses étaient dures, mais on pensait qu'avec le travail, demain serait meilleur. Au moins pour ses enfants. C'est assez fascinant quand on regarde le discours aujourd'hui de nos compatriotes. Les années 50, c'est Paris-Marseille en 24 heures, ou les années 60. C'est 48 heures de travail par semaine. C'est, en général, le décès 2 ou 3 années après la retraite. C'est les femmes qui n'avaient pas le droit au carnet de chèques. C'est des années de guerre encore, et notamment de guerre coloniale. Et aujourd'hui, nos compatriotes ont le sentiment que la vie est plus dure que celle des années 60 ou 70. Eh bien, en réalité, si nos compatriotes ont aujourd'hui ce sentiment, c'est simplement parce qu'ils n'ont plus confiance dans l'avenir. Eh bien, moi, je voudrais, comme le disait François Closet tout à l'heure, non, Hervé Mariton tout à l'heure, je voudrais que nous soyons ceux qui portions l'idée de confiance dans le progrès et dans l'avenir. Que nous soyons le parti qui disions une chose simple, le progrès n'est pas source de tous les malheurs de la société française. Et qu'on mette de temps à autre de côté le principe de précaution
pour permettre aux uns et aux autres de progresser dans la société française. Je regrette, par exemple, qu'on s'oppose au moins à l'expérimentation sur le gaz de schiste pour que la France se donne au moins les moyens de pouvoir produire à moins cher si les expérimentations démontrent qu'on est en capacité de ne pas faire de dégâts majeurs à l'environnement et à l'écologie. Eh bien, tout cela, on se l'interdit aujourd'hui. Alors, le parti de l'optimisme, le parti de la reconquête. Comme l'a dit Philippe en mot de conclusion, nous avons devant nous les élections municipales. Ces élections municipales doivent être l'occasion pour nous de reprendre un certain nombre de grandes villes, pour dire aux Français, nous sommes de retour dans la vie politique française. Nous avons devant nous les élections européennes, Jean-Marie. Nous devons les utiliser pour faire vivre notre idéal et en même temps pour mieux faire connaître notre marque. Nous avons devant nous des régionales et des cantonales où nous pourrons faire connaître tous les nouveaux visages qui ont repris le chemin de la maison centriste. Mes chers amis, en fait, nous devons faire une seule chose, c'est représenter l'image du changement. Nous devons être